Alors, ce colloque était quand même extrêmement dense. On a eu des journées très, très riches. Donc, ce serait très réductrice pour moi d'en faire une synthèse. Et lorsque l'ouvrage des actes sera publié, je vous invite à le lire pour retrouver tout ce qui aura été dit pendant ces 2 jours de débat. Donc, vous pourrez retrouver tout cela. Et puis, je ne suis pas une technicienne de la question pénitentiaire. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai invité autant de spécialistes, hein, parce que je ne maîtrise pas forcément cette question sur un plan très technique. Et les spécialistes que vous avez vus pendant ces 2 jours étaient là pour vous donner tous les détails de procédure, des interrogations plus précises, enfin de répondre à des interrogations plus précises qui pouvaient se poser. Donc, je vais concentrer ces propos conclusifs sur le thème central et je dirais quelle dignité pour les détenus d'outre-mer. Donc, je vais revenir à la dignité, celle qui a été le fil rouge de ces 2 jours. Alors, je vais aussi, moi, m'amuser avec la symbolique, puisque nous avons eu une pirogue en perdition et des Pléiades qu'on ne voit que détournant le regard. Moi, je dirais, puisque nous sommes en Polynésie, ce sujet, finalement, me fait un peu penser à la navigation aux étoiles. C'est-à-dire qu'on est dans la nuit, mais en même temps, on cherche et on trouve son chemin. Et finalement, c'est ce qu'on est en train de faire, je pense, en Polynésie, avec ces dernières années, des évolutions qui sont extrêmement prometteuses, même s'il y a encore beaucoup à faire, et notamment trouver la voie d'une véritable adaptation de la détention au schéma polynésien, au schéma culturel, et c'est la même chose pour tous les autres outre-mer qui ont des spécificités qu'on ne peut pas ignorer. Alors bien sûr, la définition de la dignité, nous sommes tous plus ou moins penchés dessus. On est revenu à l'étymologie ce matin. Nous avons montré qu'il était très difficile de définir ce terme. J'ai pu entendre le mot valise. Alors c'est pas une terminologie qui me plaît beaucoup, mais par contre, l'idée de notion relative ou volatile ou bien de principe surplombant, ce sont des choses qui parlent un peu plus. Alors en tout cas, en tant que principe surplombant, la dignité, ce serait cette idée qui peut apparaître universelle, qui est d'ailleurs voulue par l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et donc ce principe surplombant, cette idée que tous les droits fondamentaux découlent de la dignité, c'est assez intéressant sur ce plan. Maintenant, dans son application, il semble que les termes volatiles et relatives ou la contingence soient peut-être un peu plus adaptés en tout cas dans les Outre-mer, pour cette notion qui nous échappe. Alors, je vais résumer mon propos très, très brièvement pour ne pas entamer trop le week-end. Dignité humaine versus dignité identitaire, ce sera mon premier point. La dignité humaine, c'est la dignité de tout homme, c'est ce socle commun des droits fondamentaux. Et parmi ces droits, je trouve que l'identité, sous l'angle droit à la vie privée notamment, est prédominante dans l'appréhension de la dignité dans les Outre-mer. Alors, je me pensais à cet arrêt qui m'échappe et je n'ai pas retrouvé la référence en y pensant, de la CEDH sur la reconnaissance d'une autodétermination. Donc, c'était une affaire qui n'a rien à voir avec notre propos aujourd'hui, mais elle a reconnu le fait qu'on peut décider de mener sa vie comme on l'entend. Et donc, cette idée d'autodétermination peut servir de repère pour comprendre comment l'identité culturelle peut agir aussi sur la notion de dignité. Dans les Outre-mer, peut-être plus qu'ailleurs, donc on peut définir la dignité sous le prisme d'une identité elle-même façonnée par la géographie, par la culture, les coutumes, les croyances, et le respect de l'identité des individus sous couvert du droit à la vie privée et familiale notamment, mais pas que, doit aussi être garanti en détention. Et l'égale dignité des individus suppose non seulement que cette identité soit garantie hors et dans les murs, mais en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Et ça, c'est important de le rappeler. Et donc, si des spécificités apparaissent qui sont autant d'obstacles au respect de la dignité dans cette dimension identitaire, on a vu l'identité de genre qui pouvait ne pas forcément être vécue pleinement en détention avec des obstacles qui sont d'ordre organisationnel ou réglementaire, législatif. Et puis, on l'a vu également avec l'exemple du malentendu linguistique qui, peut-être plus ici qu'ailleurs, en tout cas dans les Outre-mer plus qu'en métropole, peut
mettre à mal la recherche d'une dignité des détenus dans la recherche du sens de leurs sanctions. Donc les concepts qui ne sont pas le même d'une culture à l'autre. Et puis, à l'inverse, le respect de l'identité, on l'a vu, passe par l'intégration de la culture dans la détention. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un point névralgique lorsqu'on a visité les 2 établissements de Tahiti, de voir que la culture avait toute sa place grâce à la volonté des établissements. Et ça, il faut le souligner, puisque a priori, dans les autres outre-mer, ça n'est pas forcément toujours le cas. Alors, reconnaître cette dimension identitaire sur le plan juridique suppose des procédures pour garantir des recours. On a parlé du juge administratif, du juge judiciaire pour faire cesser des atteintes à la dignité, mais on s'aperçoit qu'on se limite vite à une acception matérielle de la dignité. On va regarder les conditions matérielles de détention, la superficie des cellules, le taux d'occupation, qui finalement vont être considérées comme des conditions de détention indignes, celles qui violent l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui constituent un traitement inhumain ou dégradant, en tout cas du point de vue du juge judiciaire ou du juge administratif. Et ces critères objectifs sont finalement très réducteurs par rapport à d'autres dimensions de la dignité des détenus qui vont vouloir faire valoir leur droit à l'identité au sein de la détention et donc qui n'auront d'autres recours finalement qui devront faire appel à d'autres fondements juridiques que ce fameux nouveau recours dont on a tant parlé. Alors pour terminer sur ce premier point, cette dimension identitaire de la dignité, on la retrouve aussi dans la nature de la sanction imposée. On a parlé du droit coutumier, qui est très prégnant en Nouvelle-Calédonie, beaucoup moins en Polynésie, mais malgré tout, on a des sanctions coutumières aussi ici, dans des îles plus éloignées ou qui sont plus proches, mais qui maintiennent un cap de vie très traditionnel. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que la dignité des détenus se poserait dans les mêmes termes dans les Outre-mer si le passé colonial et l'imposition d'un type de sanction aux locaux par l'État colonial n'avaient pas écarté d'office d'autres systèmes de sanctions qui pouvaient être considérés comme totalement efficaces dans ces milieux insulaires et en tout cas qui pouvaient être considérés comme plus dignes. Et quand on entend les Kanaks, en tout cas peut-être plus les jeunes générations, mais encore que c'est encore très présent dans les provinces du Nord, finalement, l'asticage serait plus digne qu'un enfermement parce que la sanction est immédiate et qu'ensuite, avec la coutume du pardon, on passe à autre chose. Donc on peut se poser cette question, et ça a été évoqué, cette question de la légitimité des sanctions étatiques. Et même chose dans l'exécution, on l'avait également évoqué, l'encellulement individuel n'est pas forcément ce que recherche en priorité un détenu polynésien ou un détenu kanak également. Alors c'était ce premier point, je trouve que la dignité dans ce sens, dans cette dimension identitaire me semble particulièrement importante dans les Outre-mer, peut-être plus qu'en métropole. Et en tout cas, alors en métropole, on va appliquer finalement des standards qui nous sont familiers, et donc on ne va pas se poser cette question de la culture dans les mêmes termes, même si avec la présence de différentes cultures au sein des prisons peut entraîner certaines difficultés, mais elles ne se posent pas dans la même dimension. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était l'égale dignité, parce qu'il ne faut pas oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis la façon dont la Cour européenne aussi s'est saisie de cette dimension, elle nous parle d'égalité dans la dignité, d'égale dignité des hommes. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on a une égale dignité des détenus dans les Outre-mer ? Alors, on l'a vu dès le rapport introductif de Christine Lazerge, et puis tous les rapports qui ont été rappelés, qui m'ont servi de base de travail pour préparer ce colloque. Nombreux ont été les rapports qui ont pointé du doigt, les rapports institutionnels qui ont pointé du doigt les particularités des Outre-mer et les difficultés en matière pénitentiaire que pouvaient rencontrer les Outre-mer. Et on le voit aussi, un taux d'incarcération qui est doublé par rapport à la métropole avec des contextes particuliers. Donc, on peut se demander si finalement les Outre-mer ne sont pas un peu oubliés les oubliés de la République, si je reprends l'idée du rapport de 2000. C'est la sensation qu'on peut avoir que les efforts ne sont pas les mêmes en métropole et dans les Outre-mer, même si on l'a vu avec l'intervention de Madame Guégan ce matin,
les tentatives de rattrapage sont vraiment là et il y a vraiment des efforts qui sont faits pour améliorer les conditions de détention et la détention en général dans les Outre-mer. Donc, on peut se poser cette question d'égalité, on peut se poser ces questions d'égalité aussi avec le fonctionnement de l'administration pénitentiaire qui n'a pas été forcément pensé pour les Outre-mer. On parlait du CNE, des aménagements de peine, des alternatives à l'emprisonnement qui ne peuvent pas forcément être appliquées de la même façon à cause des contraintes géographiques notamment, mais pas seulement. Donc là aussi, on peut se poser la question de l'égale dignité quand on n'a pas accès finalement aux mêmes possibilités de mise en œuvre de la détention. Même chose pour les bâtiments. Alors on l'a vu lors de nos visites, hein, quand il n'y a pas de toit dans les promenades, dans les cours pour protéger du soleil ou de la pluie, ou qu'il y a un petit toit qui a été ajouté finalement parce qu'il y a eu des recours, ça prête à penser finalement, on n'a pas pensé qu'on était dans des pays tropicaux où il pouvait y avoir du soleil particulièrement chaud et de la pluie particulièrement violente parfois. Donc voilà, où on a parlé également des douches extérieures qui pouvaient être mises en place et d'ailleurs peut-être plus en Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris, où ça avait été pensé, alors que là, on s'aperçoit que c'est finalement assez peu significatif. Et puis, on a parlé aussi des farets pour les parloirs, qui n'a pas encore été pensé forcément ici. Donc, des inadaptations, on se pose cette question d'égalité. Même chose pour le cadre législatif, on en a parlé pour le nouveau recours. Que fait-on quand on préconise un transfert et qu'on ne peut pas transférer? Ou alors il faut transférer à 18 000 km avec le risque de porter atteinte à la vie privée et familiale du détenu et donc une autre atteinte à sa dignité. Donc, comment garantir l'égale dignité des détenus dans ces conditions? À l'inverse, on s'est également posé la question, avec l'intervention de Muriel Jacopelli ce matin, est-ce qu'il peut y avoir une égale dignité des détenus? Est-ce qu'il y a des détenus plus égaux que d'autres dans certains types de détention, certains régimes de détention, avec des modèles carcéraux qui sont diamétralement opposés finalement, et puis on le voit sur le territoire même de Tahiti, où on a deux prisons qui sont... on a parlé de grand écart, je crois que le terme convient assez bien. Donc, cette question de l'égalité des détenus est également assez, de la dignité des détenus est également assez prégnante dans l'accès à ces possibilités de réinsertion active. Et pour finir, je terminerai donc sur cette dignité qui a pu être donc juridictionnalisée, juridicisée, voire instrumentalisée. On a parlé beaucoup du nouveau recours devant le juge judiciaire qui, on l'a vu, reste assez limité, assez critiqué pour sa procédure, les lenteurs. On peut être optimiste, hein, comme Madame Tiantara l'a laissé entendre, on peut être optimiste, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur cette épée de Damoclès qui pèse parce que quelles sont les étapes peut-être douloureuses au plan social avant que on prenne en considération la prison dans la société et particulièrement dans la société des Outre-mer. Est-ce qu'il faut attendre de remettre en liberté un nombre de détenus parce qu'on aura atteint le seuil fatidique pour que la population réagisse et qu'on fasse enfin quelque chose? Je ne sais pas si c'est... enfin, en tout cas, c'est la seule solution qui reste à l'heure actuelle, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure, mais on fait avec, comme on dirait ici. Alors la dignité, moi, vous l'avez bien compris, je l'ai pris dans son sens maximaliste, et on l'a dit à plusieurs reprises, finalement, c'est la prévention des atteintes à la dignité sur laquelle on doit mettre l'accent par une adaptation des établissements pénitentiaires, des politiques pénitentiaires, on en a parlé, des politiques pénales également, une meilleure prise en compte des individus dans leur altérité, et on en a beaucoup parlé aussi, un travail à faire sur le hors les murs. C'est-à-dire que la prison, elle est dans la société. On va réinsérer les détenus, ils vont sortir, mais vers quelle société est-ce qu'ils vont sortir? On le voit tous les jours en Polynésie, mais dans les autres Outre-mer, c'est peut-être la même chose, voire pire. La paupérisation de la société qui fait que la prison apparaît comme un luxe. Lorsqu'on a visité Papeari, des étudiants m'ont dit « mais c'est mieux que les chambres d'étudiants ». Comment on peut arriver à constater cela? C'est qu'il y a un problème pas dans la prison, mais un problème hors de la prison. Donc la dignité des détenus, finalement, est-ce qu'on ne va pas l'instrumentaliser? Alors j'aime pas ce mot, mais j'ai pas trouvé mieux, pour faire le jour sur l'indignité des hommes non détenus. Et dans les Outre-mer, je crois que l'indignité de ceux qui sont dehors, finalement, c'est aussi un travail à faire.
Et si on veut faire un travail sur l'ouverture de la prison sur la société, alors là, je salue à nouveau le travail des personnels de l'administration pénitentiaire. On l'a vu, qui doivent faire des choix pour gérer des populations spécifiques. Et parfois, on l'a dit ce matin, faire des choix, écarter la dignité de la personne pour préserver sa sécurité. Voilà, on a cet arbitrage qui pose question. Et donc, pour terminer par là, ouvrir la prison sur la société, c'est quelque chose qui est revenu aussi. Je l'ai entendu et c'était un peu aussi l'objectif du colloque, faire venir la prison dans la société pour ouvrir et alors j'allais dire vulgariser, pas forcément, mais vraiment communiquer sur ce qu'est la détention, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la part de la société civile. Donc c'est important aussi pour la société. On l'a dit ce matin, la société doit aussi entrer dans la prison et établir ce lien réciproque. Et en diffusant l'information, et on l'a vu, ça a été souligné par mes deux collègues ce matin, la diffusion de l'information n'est pas forcément une évidence. On a encore du mal à accéder à certaines informations, que ce soit sur des décisions de justice ou sur des statistiques, tout simplement. Donc finalement, j'en terminerai par les propos qu'on a tenus, que j'ai entendus à plusieurs reprises. La prison dans la société, un miroir grossissant, et j'ai bien aimé l'expression aussi du miroir dans lequel on ne veut pas se regarder. Peut-être, effectivement, la prison peut être le reflet d'une société parce que les détenus doivent y être réinsérés. Et donc, effectivement, et j'insiste, on ne doit pas mettre à l'écart les prisons, les mettre à l'écart de la société. C'est un échange, un partenariat qui doit s'instaurer, une communication réciproque pour que la vie en détention, finalement, se rapproche le plus possible, mis à part la privation de liberté, de la vie hors de la détention. Voilà, je vous remercie encore une fois pour ces 2 jours extrêmement riches où j'ai beaucoup appris, avec beaucoup d'humilité aussi par rapport à des situations très difficiles. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence.